Bonjour, on est mardi matin, c'est La vie est un roman sur Aligre FM. Ce matin, nous allons parler avec Émilie Champenois de L'Art Brut. Elle vient de sortir un Que sais-je à L'Art Brut. Il n'y a plus de numéros, ils ne font plus de numéros, donc je peux pas... Ah si, quand même, c'est le 4087e... Première édition 2017, il est sorti tout à fait il n'y a pas longtemps, voilà. 31 mai. Le 31 mai. Et donc, bonjour Émilie Champenois, et vous avez donc écrit ce Que sais-je sur L'Art Brut. Que peut-on en dire ? Alors bonjour Yves Tenré, merci de m'avoir invité ce matin. Alors, j'ai envie de dire qu'un Que sais-je... ça parle un peu de soi, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que l'art brut ? C'est un petit peu... alors, c'est une vaste question, mais c'est d'essayer de délimiter un petit peu cet objet dont on parle beaucoup, et un engouement, alors qui existe depuis longtemps, on en a parlé bien avant moi. Mais, alors, un Que sais-je, c'est quand même, en 120 pages, essayer de synthétiser et de délimiter ce qu'est l'art brut. Alors, bon, ses origines, à travers aussi ce qu'il n'est pas, et de le dire assez simplement, finalement. Donc moi, j'avais fait un DEA, un début de thèse sur ce sujet-là. Donc l'exercice était un petit peu de synthétiser à quelqu'un peut-être qui ne connaîtrait pas une adresse, donc à quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'art brut. Et bon, tout ça, le tour de main, c'était un petit peu aussi de le dire sans illustration à l'appui, et en racontant un petit peu à travers des auteurs que bon, j'aime bien, mais qui sont aussi là pour soutenir mon propos. Donc c'est bien sûr non exhaustif, 120 pages, on peut pas tout dire, mais bon, essayer d'entourer quelque chose de ça. Ce que j'ai envie de faire ressortir, en tout cas à l'oral comme ça ce matin, c'est que donc au-delà de cette forme un peu académique où on est quand même obligé de parler de toutes les questions qui se posent autour de l'art brut, pour moi, l'art brut avant tout, c'est que c'est une peinture du corps. Enfin, du corps et de corps. Et très simplement, je trouve que Dubuffet résume dans une phrase, une formule assez jolie, que j'aime bien pour ça, ce rapport au réel. Il dit qu'une peinture doit faire claquer des dents. Voilà, alors moi j'aime bien ça parce que ça rend au spectateur, enfin au regardeur, un aspect actif. Alors Lacan appelle ça la pulsion scopique, c'est-à-dire une peinture qui serait active sur les sens, dit Dubuffet, mais aussi sur le corps. La pulsion scopique, c'est ça, c'est rendre une activité dans le regard, enfin, une fonction active à l'œil. C'est-à-dire cette différence entre le voir et le regarder, finalement. Le regarder, si je regarde, c'est que ça me regarde. Ce serait un petit peu l'inverse d'une position de la peinture classique, on va dire, contemplative, où l'effet est plutôt ataraxique, apollinien, c'est-à-dire sur le beau. Donc ça prendrait un petit peu ce contre-pied-là. Je ne sais pas si je peux faire une petite digression parce que allez-y, oui. Sur justement ce regardeur qui est dans une position justement active. Et en fait, bon, je vous le disais tout à l'heure, ça m'est venu hier soir en allant à la Grâce. Je vais parfois à la Grâce au banquet du livre l'été, et un peu par hasard, je me retrouve dans les séminaires du matin, séminaires de cinéma. De Comolli, Jean-Louis Comolli, des cahiers du cinéma. Et donc, c'était dans une salle très agréable, etc. Et il nous a balancé des extraits de films ou des courts-métrages sur justement un petit peu ce qui serait l'équivalent pour moi de l'art brut, c'est-à-dire le documentaire, c'est-à-dire ce cinéma un peu réel, où justement le spectateur serait dans une position plus active, c'est-à-dire
prendre le contre-pied de ces films où on enchaîne les scènes d'action, où ça va très vite, où on n'a pas le temps de penser entre les séquences, ça envoie des mitraillettes, des cascades, des scènes d'action. Et là, il balance des petits extraits de, par exemple, le film de Claudio Pacienza, la scène de chasse au sanglier. Il va prendre 5 minutes pour filmer l'écorce d'un arbre, enfin, etc., où justement, le spectateur est dans une position peut-être de s'ennuyer et surtout d'avoir un feedback, c'est-à-dire de penser entre les séquences, d'être traversé. Oui, mais alors je vais revenir à la façon dont j'ai perçu le livre. D'abord, je pense que c'est un bon que sais-je parce qu'il m'a fait beaucoup penser et qu'on peut partir de ce que sais-je pour essayer de penser pour le il pose des bases et après on peut discuter de ces bases, on peut ouvrir, on peut. Je me suis reposé, par exemple, je pense que la situation est mûre pour défaire la question de l'origine de façon quasiment métaphysique et puis de s'interroger sur la raison pour laquelle Dubuffet fonde l'art brut, à cet engouement pour l'art des fous au début et l'art des enfants, parce que c'est Freinet justement. Donc je m'y suis remis et c'est Célestin Freinet qui le fournit en dessin d'enfant, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et je pense que c'était inévitable, inéluctable, et que toutes les avant-gardes ont travaillé à ce décloisonnement, et qu'on insiste à que toute l'histoire de l'art depuis Riegel, en fait, qui est l'arrivée des arts décoratifs, en gros, c'est-à-dire une pulsion répétitive. Enfin, on voit bien comment ça parle, des rythmes, des choses comme ça. Ça déborde. Justement, cette espèce d'art du corps, comme Wolfli qui travaille sur des tout petits, sur un petit format qui, quand il est agrandi, est dans une rythmicité parfaite. Qui est qui est quelque chose donc qui est vraiment le rythme, un rythme du corps. Il y a un recommencer, il y a un perpétuel recommencer. Alors ça m'a fait penser, on était avec un camarade, on avait fait un énorme travail sur le canton de Vaud. En 79, qui s'appelle Une vie d'artiste dans le canton de Vaud, 1967-1978. Et Thévaux venait d'ouvrir le musée de l'art brut et on est allé l'interviewer. Oui. Alors je voudrais juste lire une ou deux réponses de Thévaux, c'est assez marrant. Quelle est la vocation primordiale du musée de l'art brut? C'est paradoxalement de mettre ce terme de musée entre guillemets, c'est-à-dire de faire travailler la contradiction ou la contestation que le fait même de l'art brut réintroduit dans le système des beaux-arts. Donc on a cette idée que c'était quelque chose la Paul Valéry, de transgressif. La question des musées. Quelles sont les expositions qui ont connu le plus de succès, le moins? L'exposition des écrits bruts rencontre beaucoup de succès, plus que les autres sans doute parce que c'est la plus problématique. J'entends que c'est inscrit le moins adéquatement dans la structure idéologique des beaux-arts. Alors il parle des médias locaux, il dit que les médias locaux ne l'ont pas attaqué, mais ont essayé de le tuer en le félicitant, en l'endormant comme un animal au bétail. Il dit que l'instauration Alors il y a ça aussi qui m'est arrivé avec beaucoup d'évidence. Courteline en dessous du Sacré-Cœur fait une collection d'art naïf très tôt. Donc au tournant du 19e et du 20e siècle, Courteline commence une collection d'art naïf, et puis on a en France le douanier Rousseau. On voit bien ce qui vient là sur cette idée. C'est toujours une idée de sauvagerie. Et moi, quand j'ai découvert pas le musée d'art brut qui n'existait pas, mais les cahiers de l'art brut, c'était pour moi extrêmement violent, le pathos. Et en plus, on avait plus peur de l'hôpital psychiatrique. Il y a énormément de films autour de 68 qui tournent autour de la lobotomie, par exemple. C'était quelque chose qui est très présent. Et en Suisse, la répression se faisait beaucoup par les hôpitaux psychiatriques, pas seulement en Suisse aussi. C'est pas pour rien qu'il y ait ces grandes collections en Autriche. Aussi, quand j'avais 20 ans, l'endroit où il y avait plus de suicides en Europe, c'était l'Autriche. Et donc l'Autriche, l'Allemagne, tout ça, il y a toute une psychiatrisation qui était extrêmement violente et qui va donner l'antipsychiatrie, l'Inde, Cooper, un tas de choses de ce type-là. Tout ça est lié. Et il y a une chose que j'aime bien aussi dans votre livre, c'est que vous reposez cette question du marché. Donc c'était un puritanisme d'époque, cette question du marché. Je suis d'accord, je crois que vous l'avez écrit noir sur blanc. Il peut y avoir une resocialisation de ces gens par le passage par l'argent. Et on a quand même vu
des marginaux. Oui, parce une que amélioration il y a la aussi dans leurs conditions de vie. Ça se fait plus tellement, mais moi j'ai vu 10 fois dans ma vie des gens échanger des dessins contre de l'alcool dans les bistrots, mais je suis vieux, mais c'est quelque chose qui s'est toujours fait. Ou même qui se faisait dans l'art brut aussi. Qui était assez fréquent. Alors, on pose la question du public du musée de l'art brut à Thévaux. Il répond, il y a 2 publics au musée de l'art brut qu'on peut facilement distinguer. Il y a un public, disons, coutumier des musées, avec sa frange hyper consciente. Mais ce public habituel, qui est le public cultivé et bourgeois, se sent mis en cause et réagit de manière stéréotypée. On reconnaît ce public là au fait qu'il se met immédiatement à disserter sur l'art brut en général. Ce public fait état de sa grande ouverture d'esprit en accueillant positivement les œuvres d'art brut, en s'enthousiasmant même, mais pour arriver à la conclusion que ces auteurs d'art brut sont dignes de figurer à côté de Picasso ou de Matisse, ce qui est une mauvaise compréhension de la chose. Le public non cultivé qui vient ici, on le repère immédiatement au fait que c'est toujours à tel ou tel auteur d'art brut qu'il s'attache. Il manifeste une compréhension qui est souvent manuelle. Comment s'y est-il pris pour faire cela, son système de figuration? On s'entiche d'un ou 2 auteurs, on déteste les autres, mais on perçoit l'art brut par le détail. Et surtout chez ce public, il y a conscience d'une différence totale de l'art brut par rapport à l'art cultivé. Les gens non cultivés ressentent qu'ils ont un accès immédiat à cela, qu'ils pourraient le faire, en tout cas qu'ils n'ont pas besoin de références culturelles. Et on parlait avant de venir de la Halle Saint-Pierre, cet endroit qui est sous le Sacré-Cœur, qui existe depuis une ou 2 décennies maintenant, oui, et qui fait la démonstration flagrante de cet état de choses. C'est un endroit qui n'inhibe pas du tout les gens. Alors, ils ont quand même encore une muséographie assez sacrale en bas, malheureusement, et c'est dans la pénombre, tout ça. Oui, mais Thévaux raconte aussi dans son interview, oui, qu'il a dit aux gardiens de laisser les gens crier, de laisser les gens faire à peu près tout ce qu'ils veulent, sauf toucher les œuvres. Et il dit qu'il y a des gens qui ont apporté des œuvres et qui les ont glissées dans les vitrines en cachette, que ça appelle à une participation. Et ça me fait penser une dernière chose sur cette vie d'artiste dans le canton de Vaud 67-78. Il y a un interview d'artiste d'art brut dedans qui s'appelle Gaston Teucher. Et ce Gaston Teucher était un instituteur qui a eu une vie assez dingue et qui, à sa retraite, a acheté un abonnement général dans les trains suisses, qui prenait le train, qui ne dessinait que sur le papier d'alu qui est dans les paquets de cigarettes, qui tient les cigarettes, et que des choses, il dessinait des espèces de corps, comme ça, de façon assez ramassée, petits, et il s'asseyait en face d'une dame et il disait des obscénités, en général, à la dame. Donc là, il y avait une espèce d'immédiateté, c'est une espèce d'exhibition, et il avait une grande peinture à l'huile chez lui qui était extraordinaire, et elle était dans une pièce où il nous recevait dans une pièce, et puis à un moment, on passait dans une autre pièce, et on était en face de son autoportrait. Et son autoportrait, c'était un phallus qui sortait d'une veste de costume. Et donc, il y avait une espèce d'immédiateté, il y a une levée des tabous, des inhibitions, oui, directes. Mais par exemple, ça, c'était assez kitsch, l'autoportrait, tandis que les autres choses sont ces dessins comme les dessins... tout ce qui est médiumique, là. Tous ces dessins, donc c'était des espèces de corps enchevêtrés, mais qui s'arrêtent avant la figuration, qui s'arrêtent avant le fait de donner des détails. Bon, ben, je vais vous redonner la parole maintenant. Oui, alors, oui. Bon, vous ouvrez beaucoup de questions en une verbe comme ça. Bon, alors c'est très joli. J'avais envie de rebondir à chaque fois que vous parliez de quelque chose. Je vais essayer de m'en sortir avec ça. Je vais d'abord me saisir de ce que vous avez rapporté sur Thévaux, qui dit qu'il y a 2 publics. Alors moi, je vais continuer sur ce par quoi j'avais introduit mon propos, c'est-à-dire sur cette affaire de corps. C'est-à-dire que, comme dans le cinéma, c'est ce que je voulais vous dire de ce qui m'a interpellée quand j'ai vu ça à la Grâce, c'est que vous prenez par exemple la chambre de Vanda. La chambre de Vanda, c'est Pedro Costa. Hein. Donc, il va vous filmer une femme, donc c'est au Portugal, une femme toxico, qui crache ses poumons, qui fume en même temps. Donc, c'est très réel. Rien n'est occulté. Il y a des passages d'aspirateur, du bruit de travaux, etc. Ce que je veux dire, c'est que pendant cette séquence, c'est un court extrait, il y a des gens, des personnes dans la salle, qui sortaient de la salle.
Voilà, parce que il y avait cet ordre de l'insupportable et d'autres qui restaient, d'autres spectateurs qui restaient, qui supportaient ça, qui résistaient, j'ai envie de dire, parce que c'est de cet ordre-là, et parce que ça laisse le temps qu'il y ait un renversement. Donc ça va rejoindre un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire cette salle en bas à la Halle Saint-Pierre, etc. Moi, je pense que dans l'art brut, c'est ce lien que je fais. C'est à peu près ça. Il y en a qui restent, il y en a qui sortent. J'en ai vu à Lausanne qui peuvent pas supporter, qui sortent, surtout quand c'est pas médiatisé. C'est un choc, c'est assez direct, comme vous dites. Ça peut être parfois obscène, de l'ordre d'un inconscient quand même à ciel ouvert. Et ça ne se suffit pas d'un coup d'œil, l'art brut. Et il faut un peu de temps, il y a un effort, j'ai envie de dire, et une intimité. Il faut une intimité, il me semble, ce qui est conservé d'ailleurs à Lausanne, cette salle du bas à la Halle Saint-Pierre aussi, qui est un peu dans le noir, qui est justement pour préserver cette rencontre, on va dire, alors qu'on peut appeler du troisième type, qui serait de l'ordre un petit peu du côté de l'Unheimlich, comme dirait Freud, c'est-à-dire du côté de l'inquiétante étrangeté. Et il faut s'y coller, j'ai envie de dire. Accepter aussi de ne pas comprendre, c'est ça le réel aussi, que ça ne s'attrape pas et que quelque chose nous échappe finalement. Et pour moi, comme vous disiez, c'est-à-dire que c'est une forme de résistance aussi parce que c'est contre le politiquement correct, le bien comme il faut. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire aussi. Alors, cet inconscient à ciel ouvert, il est fatalement culturel aussi. Il est traversé par la culture. Alors, une autre école qui est pas la mienne appelle ça l'inconscient collectif. C'est-à-dire que l'inconscient est aussi politique. Moi, je trouve que l'art brut ne réchappe pas à ça. C'était un peu idéologue de la part de Dubuffet de s'imaginer, prétendre que le vrai art, il serait indemne de culture. Mais il y a quand même quelque chose qui revient. L'art brut, c'est pas possible. Je pense brusquement. En fait, ma réaction par rapport à votre livre, ça a été de le ramener dans l'art, parce que je pense que vous avez quand même un point de vue qui est relativement du côté de la psychanalyse, oui. C'est-à-dire de l'inconscient, c'est de la pulsion qui pousse à faire ça. Le mien, il est plutôt du côté de l'art, c'est-à-dire que je peux aussi le lire au niveau d'interrogation sur l'essence de l'art, des questions existentielles sur l'art. Et je pense que c'est aussi ce que se fait les gens simples qui vont à la Halle Saint-Pierre voir ça, ils ont une grosse frustration parce qu'on confisque à la population toutes ces capacités créatrices. C'est pas d'aujourd'hui, c'est la révolution industrielle. La division des tâches, c'est dans Marx. La division des tâches fait que les gens sont totalement privés de toute activité créative. Ça devient très difficile à comprendre comment au 19e siècle, dans les familles bourgeoises, il y avait des quatuors à cordes et puis que les gens se réunissaient pour jouer du Brahms ou du Schubert. C'est vu de notre monde actuel, c'est quasiment incompréhensible. Et donc je crois qu'on a une montée comme ça, c'est les mêmes. Toute la problématique à la Georges Bataille, par exemple, tourne à la fois sur l'ASCO et à la fois sur la transgression, sur une espèce de transe. Le collège de sociologie, c'est aussi un tout. Qu'est-ce qui... Oui, alors là, je suis en train de travailler, par exemple, sur un artiste de ces artistes de type prolétarien sud-américain qui, à un moment donné, ont voulu rendre les gens actifs et se sont posés des questions de militants. Et c'est très difficile pour moi d'aller jusqu'au noyau dur, c'est-à-dire d'enlever toute part de sacré dans l'art. Alors, je ne sais pas ce que j'entends par le mot sacré, mais on vit dans un monde sans rituel, et là, il y a du rituel. Et par exemple, n'importe quel endroit où il y a un regroupement d'œuvres, quelle qu'elle soit, participe d'un rituel. Il y a automatiquement, c'est comme il y a les bâtiments qui sont liés à un culte, et puis il y a des bâtiments qui sont ceux de la société civile. Et les bâtiments liés à l'art sont en général liés à un culte. Et l'idée du musée de l'art brut, par exemple, c'était de sortir de ce culte, et Dieu sait si c'est difficile, et Dieu sait s'ils y sont pas arrivés, mais ça peut arriver dans d'autres endroits. Et donc on a
Et j'ai pas vu l'exposition actuelle à la Maison Rouge, mais c'est toujours ce même décloisonnement, c'est à l'infini. Parce qu'après, il y a aussi des questions d'oppression, par exemple, sur la femme, ou sur un certain type de population. C'est la même chose, hein. C'est comme on voit bien que ça s'est décloisonné, que ça a commencé à ouvrir de tous les côtés, et que ça participe de ce décloisonnement général. Et Dubuffet en a fait une arme de guerre à un moment donné, mais Dieu sait s'il était brillantissime, et que Asphyxiante Culture, par exemple, un livre absolument génial, et que son idée de déformater, de sortir du format, ce qu'il cherche, c'est la pulsion initiale. C'est la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de l'art? La pulsion brute. Mais il y répond sur le comment, ce qui est bien, quoi. Oui. Et donc, ça fait une collection magnifique. Mais, alors, oui. Je vais rebondir sur ça. Dubuffet, alors Céline Delaveau le dit très bien, moi j'aime bien sa formule, c'est tout à fait ça, c'est son fantasme à Dubuffet, l'art brut. C'est-à-dire que oui, le vrai art, qu'est-ce que ça serait, etc. Moi j'ai envie de dire, c'est ça, n'est pas fou qui veut, n'est pas brut qui veut. Et Dubuffet se rend bien compte de ça. Alors, je voulais revenir sur plusieurs choses, comme vous dites. Alors, par rapport à cet inconscient à ciel ouvert, où justement ça déborde, ça fuit, donc c'est hors cadre. C'est dans ce format-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas fou qui veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du côté quand même. Alors, on va partir dans un peu. Moi, je trouve que l'invention de Lacan, pour expliquer ça, est quand même formidable au niveau du symptôme. Il appelle ça ce savoir-faire qui est un peu énigmatique, donc qui fait lien social, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça réintroduit ces auteurs, donc un peu en marge, hein, on va dire, mais en marge de quelque chose. C'est pour ça aussi que la position culturelle ou anticulturelle, finalement, est de toute façon une position qui est par rapport à quelque chose. Donc de toute façon, c'est jamais la marge absolue, donc c'est toujours traversé d'une certaine culture. Après, ce style, hein, au sens lacanien, c'est-à-dire un peu inimitable, hyper individualisé, c'est pour ça que les accrocher ensemble, on peut se demander si ça vaut, parce que c'est dans la question des musées, Paul Valéry en parle très bien, c'est-à-dire exposer des œuvres qui n'ont pas à être exposées ensemble, finalement, il n'y a pas d'ensemble dans l'art brut. Oui, mais c'est vrai de tout. Il y a de l'un. C'est l'idée de... c'est le contraire, c'est l'anti-Malraux, quoi. C'est l'idée de M. Valéry, oui, sur le fait que pour un Japonais, je crois que c'est ça qu'il dit, pour un Japonais, une exposition collective, c'est une cacophonie. Oui. Parce que c'était des rouleaux et qu'on les sortait du tiroir et qu'on entendait l'œuvre. Donc c'est jouer plusieurs œuvres en même temps. C'est ça. Mais je pense aussi, c'est cette question du puritanisme. Je pense que votre livre marque un tournant, mais à tous les niveaux, parce qu'il y a aussi tous les antidépresseurs qui sont arrivés, il y a tout un encadrement qui s'est fait. Mais j'ai travaillé aussi sur un peintre d'art brut, un Espagnol qui vivait à Megève, qui s'appelle Anselme Boisvive. Oui, j'aime beaucoup. Et que Dubuffet a refusé, parce qu'il s'inscrit tout de suite dans une réussite commerciale. Il est exposé à la rue Bonaparte, c'est-à-dire derrière les Beaux-Arts. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Harald Zeman passe par là, amené par je ne sais pas qui, et Harald Zeman l'expose l'année suivante à Berne, et c'est quand les attitudes deviennent formes. Harald Zeman, c'est le type qui a relancé l'art contemporain, enfin qui a transformé Duchamp en phénomène de société, enfin la pensée de Duchamp, si on peut dire ça. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que là, Dubuffet a vraiment tort. Il y a aucun problème. Ceci dit, parce que si on commence à brûler les gens, ce qui s'est passé, c'est que un des fils d'Anselme Boisvive avait fait les Beaux-Arts à Paris et a servi de relais entre la pratique de son père. C'est-à-dire que Dubuffet, c'est pas forcément qu'il avait tort. L'important, son concept ne marchait que parce qu'il l'entourait et qu'il faisait presque, des limites cadastrales. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a eu la neuve invention. Je ne l'apprends pas avec les Vosges. Et que justement. Mais je suis pas contre la mauvaise foi, mais Scotty Wilson, par exemple, est exposé dans une galerie. Et ce qu'il raconte, c'est que Scotty trouve que c'est trop cher et s'expose devant et vend beaucoup moins cher devant. Donc il peut sauver in extremis les gens. Et c'est bien clair que c'est des engouements violents. On voit par exemple toute la difficulté qu'il a avec tout ce qui est médiumique et tout ce qui est un petit peu, qui a une idéologie qui lui déplaît derrière, et comme il n'arrive pas à traiter ces choses. Et sa réponse est très souvent technique. Alors c'est aussi très amusant parce qu'on parle de quelque chose qui est compulsif et lui parle de la variété des approches.
Alors, ici, visiblement, il y a beaucoup de catégories à l'intérieur de ça. Il y a le type qui a qu'une petite cuillère pour sculpter sa cellule qui est en bois et qui était un pyromane. Mais il y a aussi des gens qui sont chez eux et qui emploient les outils traditionnels des dames comme d'aiguilles, du fil et qui vont broder pendant des heures ou qui vont dessiner au stylo à billes sur des draps. Qui ont ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire j'ai plus de papier, je continue sur le calendrier sur lequel qui me sert de set de table, ou alors et qui ont des attachements fétichistes aussi. Alors puisqu'on parle de folie, il y a beaucoup d'objets fétichistes, beaucoup de formats, de rapports. Ça c'est des manières de beaucoup de rituels, beaucoup de la folie aussi. On peut imaginer qu'il y a des gens qui dessinent que à la tombée du soir. Enfin, on voit bien l'atmosphère qu'il y a ou que le matin à l'aurore. Alors oui, effectivement, où on leur dit pas, c'est bon, comme dans les institutions, où effectivement il y a un couvre-feu, où ça réduirait un petit peu le champ de la liberté. L'homme fou, c'est quand même l'homme libre, c'est-à-dire que dans ce sens-là, ça vous l'avez soulevé cette question sur les médicaments, etc., qui abraseraient un peu le délire, etc. Moi, je suis pas. Je pense qu'il faut quand même. Ça aide aussi considérablement à les apaiser, parce que ça doit pas être quand même super rigolo d'avoir des. Mais le débat, c'était sur l'intelligence. Oui, mais sur justement, c'est-à-dire. C'est pas parce que vous allez être un auteur d'art brut va se retrouver dans un atelier d'art-thérapie, je veux dire, c'est pas nouveau en psychiatrie, même en extra-hospitalier. Le fait qu'ils aient conservé le dessin d'Aloïs fait symptôme, on peut le dire, mais dans le sens premier. Oui. Donc, ils étaient pas méchants. Enfin, Aloïs a été internée pendant 40 ans, elle était la repasseuse de l'hôpital. Oui. Et elle avait un rapport bizarre à ce dessin, c'est eux qui les conservaient. Oui. En plus, mais si vous voulez, c'est qu'il y a une commande parfois, c'est-à-dire l'art thérapeute. Mais il y a quelque chose qui bouge là, qui est. Ça me rendait hystérique au début, mon premier rapport à l'art brut. Pourquoi ? Parce que j'essaie de penser qu'est-ce que j'avais, et je pense que j'avais peur qu'ils instrumentalisent ces gens, qui se servent de ce putain de pathos. C'était pour moi du côté du cinéma commercial, et pas du côté du cinéma expérimental, contrairement à ce qu'on peut croire. Qu'est-ce qui est dégoûtant dans un film hollywoodien, c'est qu'on joue avec vos sentiments et qu'on vous met en dessous de vous-même. On exploite avec beaucoup de bassesse vos sentiments. On va brûler un enfant devant vous pour vous émouvoir, par exemple, et le héros va le sauver. Et on va accélérer le montage et tout ça. Et je soupçonnais l'art brut d'être quelque chose de dégueulasse qui jouait sur le pathos, qui était pas là pour libérer ces gens. Alors il est bien clair que si les médicaments font que les gens vont mieux et qu'ils font pas d'art, on est dans une question qui est d'ordre existentiel à laquelle chacun va donner sa propre réponse éthique. Mais on est dans l'éthique. Et il est clair que je ne crois pas qu'on puisse prendre des antidépresseurs et faire de l'art. Je vais vous, ça c'est, c'est un point de vue, effectivement. Moi, je parle pas de la cure, mais je parle pas le mien parce que les auteurs d'art brut existent encore, qui prennent des médicaments ou pas, et c'est là pour moi c'est pas le problème. C'est pour ça qu'on a des auteurs d'art brut parfois en hôpital psychiatrique, parfois. Ah oui, on peut l'avoir n'importe où, bien sûr. Voilà. Et ça c'est une chose. Ce que vous appelez le putain de pathos, je suis d'accord avec vous. C'est interminable parfois. Alors, de pathos, là, je suis d'accord avec vous. Les cartels dans des expositions d'art brut. Alors pour moi, ça sert dans le sens où, quand même, on est obligé à un moment donné de scoltiner. En plus moi effectivement c'est peut-être je suis psychanalyste avant tout et pour moi ça m'intéresse de regarder les trajets de vie. Alors pathos ou pas, c'est pas le souci, mais il y a quand même des sacrés trajets de vie dans l'art brut. On peut trouver des avant, des après, donc j'ai pris quelques vignettes pour essayer justement hors pathos d'expliquer peut-être est-ce qu'il n'y a pas un passage à l'acte créateur et quelque chose de l'ordre d'un point de bascule, d'une rencontre, ça se fait souvent comme ça. J'ai donné quelques exemples. Rencontre avec un objet, une rencontre malheureuse ou pas, mais enfin le facteur cheval, ça part comme ça quand même. Il trouve une pierre, tiens, la nature fait de l'art. Enfin bon, c'est quand même, moi je trouve ça exceptionnel. Ce sont des rencontres, et justement vous me mettez sur la piste, ça me tenait à cœur d'en parler ce matin, c'est que dans ce que vous dites, là où ça déborde, c'est hors cadre, effectivement, il y a de l'ordre de ce que justement Dubuffet appelle le tempérament. Il se sert de ça à un moment donné.
Et je vous parlais du symptôme. Alors Lacan, c'est plus compliqué, c'est un peu complexe comme... mais chez Dubuffet, justement, dans Asphyxiante culture, Dubuffet le dit très simplement, j'ai trouvé ça très joli, c'est à la page 49, du que sais-je, et page 36 dans Asphyxiante culture, dans la norme typo que je donne. Alors, dans la biblio, entre la sécrétion mentale et la production d'une œuvre qui la restitue et la transmette, il y a, c'est bien vrai, une très difficultueuse opération de mise en forme que chacun doit inventer, telle qu'elle convienne à son propre usage. Alors, moi, je trouve ça très joli, parce que ça soulève aussi la question de ce tempérament que trouve Dubuffet chez ses auteurs d'art brut. C'est ça qui le fascine aussi, parce que lui-même avait un sacré tempérament. Lacan, lui, parlera plus de mentalité, de personnalité. Enfin, bon, bref. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un truc chez ces auteurs d'art brut, chez ces créateurs, qui est têtu. Comme vous disiez, quelque chose qui est recommencé, renouvelé, oui, qui est compulsif, qui a l'air d'avoir raté, donc on recommence. Et c'est de l'ordre de la tension, de l'effort, c'est la définition que donne Lacan de la jouissance. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a du corps, et j'ai trouvé un truc très joli dans le dernier livre de Fabienne Hulac, sur le symptôme justement, où elle dit mise en pratique. Alors je le trouve remarquable, et elle part de Raymond Roussel. Et elle cite Raymond Roussel, où elle dit qu'il rapporte des propos où il mettait 15 heures à écrire un seul vers. Vous imaginez, là on a une idée de ce que c'est que l'effort chez un créateur quand même. Bon. Et il dit « je saigne à chaque phrase ». Donc il y a presque comme un événement de corps dans l'écriture ou dans ce passage à l'acte pictural. C'est-à-dire c'est physique. Le tempérament, pour moi, c'est important. Si on prend Joyce, c'est l'exemple paradigmatique pour expliquer le symptôme. Joyce, quand même, le tempérament, ça y va. Il balançait, il a quand même brûlé son manuscrit de Stéphane Le Héros. Après une dispute... Non, mais ça, c'est normal, ça. Non, attendez. Oui, mais il le balance, c'était tout feu, tout flamme. Il y a de l'ordre d'un tempérament. Je vous donne un autre exemple, parce que voilà. Mon compositeur... Bon, il est sous toute sa vie. Il y a un art du corps, un cinéma réel, une musique du corps. Pour moi, chez Berlioz, c'est mon compositeur préféré, il y a du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'est-à-dire ce que dit Lacan, attendez, je vais juste finir sur ça, parce que le tempérament, c'est hyper important. Berlioz, c'était aussi un chef d'orchestre. Je vous donne une anecdote, mais il cassait ses baguettes. Il s'arrachait vraiment, les cheveux. Je veux dire, un névrosé, il va pas faire ça pour faire une œuvre. Il était tellement avant-gardiste que ces musiciens qui étaient académiques, qui n'avaient pas l'habitude, c'est-à-dire pour jouer ces partitions, qui étaient une nouvelle musique, il manquait de dextérité. Et c'est là que Berlioz s'excitait, cassait ses baguettes, etc. Il y a quelque chose de l'ordre qui est têtu, qui est exigeant, qui est impatient. Alors j'ai relu, moi, je connais bien Joyce et j'ai relu les pages de Lacan, les séminaires de Lacan, les petites contributions de Lacan sur Joyce, et je trouve que ça parle plus de Lacan que de Joyce. En fait, ce que dit Lacan, c'est que ce qui l'impressionne dans l'écriture de Finneganswijk, c'est que c'est de la jouissance. Et il dit pourquoi il l'a publié. Et on sait bien que Lacan a toujours eu beaucoup de peine avec la publication, qu'il publie des livres tout à fait habitables, passé 60 ans, et que sur le fond du débat dans cette problématique, Dubuffet dit l'art est frelaté. Il parle par exemple de son rapport à Casgarion et il dit notre rapport s'est construit sur le fait que l'art était frelaté. Tout l'art qu'on fait est frelaté. Moi, je vais vous trouver de l'art authentique. Ouais. Et cette authenticité fait problème. Et c'est bien là qui a pathos, c'est que c'est très compliqué. Parce que c'est aussi ça, par exemple, le rapport à la transaction marchande. C'est pas authentique. Si ça passe, s'il y a des rapports d'argent, ça n'est plus authentique. Et donc, ça n'existe pas. À mon avis, c'est une angoisse que je trouve très petite bourgeoise pour un mec qui était quand même un grand bourgeois, qui était dans le commerce du vin, qui a gagné beaucoup d'argent pendant la guerre.
Mais enfin, je veux pas dire, je trouve Dubuffet formidable et sa art est extraordinaire. Je trouve que c'est, même ça, que tout son art est une réussite totale. Mais c'est cette espèce de... Oui, asphyxiant de culture, c'est ça qui oui, et puis c'est important de le dire. Et puis tout ce qu'il a fait lui-même, comme il se renouvelle dans ses propres pratiques, le fait qu'il suce la moelle de ces gens qui les vampirisent, pour moi, parle aussi en sa faveur. Je m'en fous. C'est comme ça entre les artistes, et c'est dans ce sens-là qu'il les reconnaît. Et je voudrais dire aussi un truc qui est très marrant, c'est que vous avez parlé du facteur cheval, et donc il y a eu une forte activité filmique autour d'un tas d'édifices du même genre au niveau européen que celui du facteur cheval, qui c'est très fréquent, les gens qui ont transformé leur environnement. Aux États-Unis, c'est encore plus fréquent. Et il n'y a pas de pathos. Oui. Il y a, alors des fois c'est au bord du kitsch, des fois c'est ambigu, des fois c'est au bord du nain de jardin, mais il y a quand même c'est la compulsion qui passe avant tout, on voit bien avec le facteur cheval, et puis l'imaginaire, bien sûr. Oui, alors l'imaginaire indo-chinois, là, enfin, bien sûr. Alors, c'est plutôt le réel, mais on va pas rentrer là-dedans, mais c'est-à-dire enfin, je veux dire l'imagerie, alors si vous préférez les motifs dont il s'inspire. Il y a une saturation, c'est-à-dire, mais c'est au niveau de l'envahissement psychique. Ouais. Ce qui rend, c'est-à-dire, c'est du pur réel, c'est l'inconscient, c'est-à-dire, ça mitraille. Chez Joyce, c'est un petit peu ça. Alors, ce qu'aimait Lacan chez Joyce, c'est qui fait tout sauter. Il met une bombe dans l'académisme du langage, c'est-à-dire il enlève. J'ai l'impression que ce qui impressionne Lacan, il enlève les accents. Ce qui impressionne Lacan, c'est que Joyce prenne son pied. Et c'est une jouissance. Il vit qu'avec des gens qui s'emmerdent, pour qui tout est corvé. Et il voit un mec qui arrive et Joe, c'est un parasite, c'est un pur parasite. Il exploite tout le monde pendant toute sa vie. Et c'est un ténia. Et donc, il arrive à jouir. Et c'est ça. Et Lacan, elle tourne toujours pratiquement partout autour de est-ce que c'est réel ou pas, quoi. La question de Lacan, c'est est-ce qu'il y a de la jouissance? Mais non, c'est pas sa question. Il dit qu'il y a de la jouissance. Et c'est pour ça que c'est réel. Il y a un vidage du sens. On peut pas la rapporter aux organes sexuels. Enfin, c'est assez compliqué. Non, c'est-à-dire, c'est quand le signifiant faut pas parler de Lacan, mais. Oui. Mais un peu quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pour revenir à plus simplement. Il y a un vidage du sens aussi chez Joyce, ce qu'on cherchait aussi les surréalistes à un moment donné, qui disaient que il y a qu'une vraie poésie pure, c'est le surréalisme. Mais ça veut dire que quoi, le surréalisme, c'est la poésie. Comme on dit de l'art brut. En fait, finalement, là, tout art devrait être de l'art brut. Dubuffet détestait les surréalistes, et aussi pour de bonnes raisons. Il détestait pas, il les aimait aussi. Il pensait que j'étais une bande de petits coincés, des puritains, et puis tout leur fétichisme le dégoûtait. Enfin, s'il y a des gens qui font vraiment un art convenu, bavard, littéraire, c'est bien les surréalistes. Alors vraiment, et il aimait pas Dada à cause du côté nihiliste du Dada. Donc il a fait une avant-garde à lui tout seul. Enfin, il a inventé une avant-garde en fait de l'intérieur de Sauvage. Il est allé chercher une réserve de Sauvage mais il s'entend bien avec Jean. Je pense à Cobra et Cobra invite Dubuffet. Enfin, tout le monde invite Dubuffet, mais Cobra invite Dubuffet, et Cobra a quelque chose de l'art brut dans le sens de cette idée nordique de collectivité, de réintroduire du lien, de réintroduire de la cérémonie, de faire participer tous les membres, d'essayer de faire des discriminations. Et ils vont. On pourrait poser la question de la place de la femme aussi, qui est pas posée, par exemple, et qui doit avoir une dimension énorme dans l'art brut. Oui, c'était l'objet de ma thèse. Quelqu'un va travailler sur le genre. Les femmes dans l'art brut. Parce que quand même, un personnage comme Aloïse. Et je m'étais engueulé avec Delphine Seyrig. Il y a une cinéaste qui a fait un film sur Aloïse, je sais pas si vous l'avez vu. Et Delphine Seyrig fait Aloïse. Oui, je vois. Et ça m'avait prodigieusement énervé aussi. Je sais pas, ça me touche vraiment beaucoup, cette espèce de... C'est l'idée du bon pauvre qui m'exaspère, en fait. De sauver les gens contre eux-mêmes, en arrivant encore à créer une plus-value sur quelque chose qui est pathétique, en fait. Oui, qui est profondément sadique, surtout. Alors, c'est au cas par cas. Ça, c'est vrai. Oui. Par exemple, il y a des gens qui s'en sortent assez bien, qui arrivent bien à négocier, qui sont en semi-liberté. Je pense à Bolfi, par exemple, ou sous terre, c'est très ambigu d'ailleurs, ils l'ont pas pris. Après, vous en parliez aussi, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement aussi dans l'histoire de la psychiatrie avec l'extra-hospitalier. On désengorgeait les hôpitaux. La situation a beaucoup changé, on a de la peine à comprendre à quel point c'était carcéral. Ça permet quand même de vivre aussi les médicaments, il faut quand même le dire, faut pas déconner. Ça permet aussi à tout le monde de vivre ensemble et dans le milieu ordinaire sans être enfermé. C'est quand même...
on peut pas non plus cracher trop sur ça. Ce qu'il y a, c'est que je ne pense pas, c'est-à-dire que ces auteurs d'art brut sont pas forcément maîtres de ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est l'inconscient, comme vous disiez, c'est à ciel ouvert. Ça veut dire quoi? L'inconscient dont ils sont sujets. On le voit bien, vous parliez des médiumniques tout à l'heure, les spirites, c'est bien là qu'on voit cette espèce de... En plus, ils se dédouanent, c'est-à-dire que, de toute façon, c'est dicté, c'est pas moi, le sage, le premier, Augustin le Sage, qui est quand même connu, si ça peut parler un peu à tout le monde, mais c'est pas lui, alors il commence toujours le tableau du même côté, enfin, etc., il est commandé, sa main est commandée, et c'est très pratique aussi, parce que finalement, on se dédouane du résultat. C'est-à-dire ce côté, comme vous disiez, qui est parfois peut-être un peu obscène, cet inconscient. Je vais vous dire un truc. Alors, c'est l'utilisation. J'ai beaucoup d'amitié pour ces gens. Si j'avais la chance d'en fréquenter un dans le quartier, c'est des gens difficiles à vivre. On en a tous fréquenté, finalement. Mais c'est des gens difficiles à vivre en général. Mais je pense à ces enjeux. Par exemple, là, on vient de parler des médiums, et on peut dire que on parle des grands inspirés, c'est les collections d'ésotérisme à 2 balles, les grands inspirés. Et l'enjeu, c'est effectivement cette notion d'inspiration. C'est cette frontière très tenue. Et donc, on voit bien ce qu'Edgar Poe fait à un moment donné quand il analyse le corbeau, mais on sait que c'est faux. Ça ressemble à ce qui intéressait Lacan. Là, on est en train d'analyser effectivement le symptôme et tout. Et c'est bien aussi là, comme la façon dont Lacan approche Joyce. Qu'est-ce qui travaille? Quelle est la part d'oubli de soi dans ce travail? Quelle est la part de disparition à soi? On sait bien que les travaux des bons élèves, des gens qui s'appliquent, etc., sont embêtants, qui manquent un aspect. Alors, on est sur une frontière, une lisière entre la perte totale de soi, qui est tout à fait atroce et qui est pathétique et qui génère énormément de souffrance, et la maîtrise totale des moyens qui fait perdre tout rapport avec cette part d'humanité qu'on attend de certains modes d'expression. Et donc c'est là qu'on voit que les enjeux sont énormes dans ce débat. Et je pense aussi à toute cette frustration sociale sur l'absence de pratiques un petit peu qui sortent de soi, qui soit autre chose que de la prise de médicaments, de drogues. Enfin, c'est jamais qu'une drogue autorisée et officielle, et dont les séquelles, sur lesquelles il n'y a pas de travail sur les séquelles. Mais parce que quand même la question dans tout ce 20e siècle, la question était celle de l'intégration sociale et de la mise au format. Et c'est une question sur le format, en fait. Et on voit bien que le format raisin qu'on donne à l'école avec la boîte de crayons de couleur, c'est ce que Dubuffet déteste par excellence. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Du coup, au niveau de l'art des enfants, c'est-à-dire que c'est pas comparable. Oui, mais Dubuffet le savait pas au début. Il le découvre en chemin, c'est ça qui est bien. Qui s'appelle Petites ailes, mais vous avez raison, c'est-à-dire que ça l'aide à entourer ce qu'est l'art brut, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que j'ai fait un petit passage où ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire pas l'art naïf, pas l'art populaire, pas l'art des enfants. Pourquoi pas l'art des enfants? Parce que comme vous dites, là les matériaux, c'est donné par les parents souvent. Tiens, ta petite boîte de crayons de couleur, ta truc, etc. Il y a souvent une commande. Chez les enfants, c'est un mode d'expression qui est passager, souvent en plus quand il n'y a pas l'acquisition encore du langage. Donc si vous voulez, c'est un moment donné qui va passer. Ce que je veux dire, c'est que chez certains enfants, pourquoi pas? Il pourrait y avoir des auteurs d'art brut chez certains enfants. Comme dans les peintures murales Grotte de Lascaux, il pouvait y avoir des hurluberlus qui faisaient complètement différemment. Scène de chasse en fin de classique et tout ça. L'autre, il va se mettre à faire du pointillisme. Et ça, c'est alors, évident. Ce qui est formidable dans le truc de Dubuffet sur le dessin d'enfant, il dit c'est pas du dessin d'enfant parce qu'il faut une certaine lucidité. Et donc, il nous a expliqué que cet art brut était la perte de la lucidité, mais les enfants, il y a des enfants qui ont une perte ne sont pas lucides, ne sont pas critiques. Et donc, ce qu'il appelle lui critique, c'est un rapport aux matériaux. Oui. Et je pense, il y a un type qui s'appelle Renaud Higo qui vient de faire un livre sur l'art pariétal, là, chez un éditeur strasbourgeois. Et c'est vachement bien parce qu'il repart de l'outil. Il dit la première œuvre d'art, c'est un silex taillé avec 4 faces, le plaisir esthétique, la façon dont on l'a dans la main et tout. Et c'est bien ce sur quoi travaille Dubuffet. L'épaisseur. Les réponses techniques à des problèmes, c'est pas technique. Les réponses pratiques, les réponses esthétiques à des questions esthétiques dans la réalisation.
toute cette correspondance, il parle de ça, de son work in progress du buffet aussi sur sa propre œuvre. Sa propre œuvre, et notamment totalement en rapport avec Chessac, c'est-à-dire où il y avait ces questions comme ça avec Chessac. Oui, tout à fait, c'est leur débat. Peigné à la bouse de vache, enfin, il se servait de ce qu'il avait sous la main, parce que, alors, Dubuffet reproche à Séchac de s'emmerder dans son sale bled, c'est les mots de Séchac, pardonnez-moi si j'ai un peu vulgaire, mais et cette correspondance, elle est fabuleuse pour ce dont justement vous êtes en train de parler. C'est un régal. Alors je sais pas si voilà, je peux conseiller cette correspondance chez Sac Dubuffet. Mais tout Dubuffet, je trouve que là, fait penser. Mais oui. Alors moi justement, voilà, ce petit que sais-je aussi, j'aimerais qu'il serve à ce que ceux qui écoutent ou ceux qui le lisent aient envie de lire Dubuffet, parce que je trouve que c'est simple. Il dit aussi les choses assez simplement. Parfois, ça se complexifie. On le suit. Il faut prendre le temps. Et ces correspondances, on comprend bien toute cette construction de pourquoi il a fait ce concept, pourquoi il en arrive au musée, qui était une aporie pour lui et qui normalement, enfin, c'est un contresens complet. Ça s'appelle d'ailleurs pas musée, ça s'appelle collection de l'art. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le préciser. Et puis collection avec une majuscule. Il n'a pas voulu l'appeler musée. Bon, il s'avère que quand même finalement. Moi, je dis coquetterie, mais enfin, on essaye. C'est vrai. Et d'ailleurs, Dubuffet, au début, ne voulait pas faire une collection. Dubuffet voulait faire rassembler des textes sur le modèle de Queneau, des fous littéraires. Il voulait simplement faire un recueil d'œuvres, d'auteurs. Et on voit bien la différence. Enfin, j'ai jamais eu le courage de lire le Queneau, mais le Queneau, c'est ce que j'appellerais l'humour. On se moque des autres. Le journal de Salimata. Ça manque d'ironie, cet inventaire. C'est des manuscrits qu'ils reçoivent chez Gallimard, Et donc, c'est n'importe quel éditeur il travaille chez Gallimard, Queneau, et il se fait donner les manuscrits les plus aberrants. Et donc, il trie là-dedans. Et il se penche un peu sur son sujet. Et ça, il faut reconnaître que Dubuffet ne se penche jamais, qu'on n'a jamais la sensation qu'il est en surplomb et qu'il fait de l'humour sur les autres. Je voudrais revenir à votre livre et je le trouve très bien parce que des fois je me disais tiens, elle a pas parlé de ça, puis ça venait après. Alors après c'est une question de plan, de construction, d'approche. Et la seule chose qui m'a paru négative, c'est quand il y a des choses que j'aurais pas mis, que je trouvais que ça faisait un peu remplissage et qu'on aurait pu mettre autre chose à la place. Donc ça prouve bien. Par exemple, où il y a de l'art brut, qu'est-ce que c'est l'art brut, tout ça, je trouve un petit peu. C'est toujours cette question de sur les lieux ou sur les lieux, oui. D'accord. Enfin, c'est ça, et ça manque un petit peu de cet aspect biographique. Mais bon, c'est un que sais-je. Et puis on est sur l'histoire des lieux, vous voulez dire? Non, alors sur la simple existence des lieux où il y a de l'art brut. Enfin, oui. C'est très ambigu. Ouh là là, justement. C'est ces histoires de territoire, tout ça. Est-ce que je peux vous répondre sur ça? Bien sûr, vous pouvez me répondre sur tout, c'est votre livre. J'ai tenu, c'est un que sais-je. Alors, je me dis que ce sont peut-être des nouveaux amateurs. Ça fait un petit guide en plus pour les gens qui connaissent pas. Alors, voilà, vous répondez à ma question. Mais c'est-à-dire qu'aussi, il y a tellement, à tous les coins de rue, on vous appelle ça... Art brut. Mais ils ont le droit. Mais alors, ils ont. C'est l'histoire d'Anselme Boisvive, c'est vendu dans une galerie normale, et je pense que c'est légitime. Pourquoi chez Sac ou Boisvive, etc., Dubuffet les a écartés? Sous terre. Simplement parce que, oui, il y a la neuve invention qui est venue sur ça, justement, pour ces cas un petit peu indélimitables, enfin, justement, délimitables par rapport au concept d'art brut, qui doit être très serré pour être efficient. Et si vous voulez, il y a tellement un méli-mélo parfois, etc., même des collections qui sont somme toute très très belles. J'étais à La Grasse le week-end dernier, la collection Cérès Franco, à La Grasse, c'est un lapsus, qui est maintenant à Montaulieu, à côté de ma région d'origine, et qui a été transférée là-bas. Et alors, il y a de l'art brut au milieu de ça. Et des très jolies pièces d'art brut en plus. Mais il y a beaucoup d'art singulier, d'art folklorique, d'art du Brésil, on en parlait tout à l'heure, etc. C'est Cérès Franco, c'est sa collection. La Fabuleuserie, qui viennent d'ouvrir un petit aussi. Oui, et puis même Jacob. À Saint-Pierre, ça le même. Il y a quand même un mélange. Ce n'est pas que de l'art brut. On est obligé d'indiquer, alors mais 1000 fois, allez-y. Bien sûr, c'est un art hors les normes. Ça, c'est fantastique. C'est tout. Alors, hors les normes, ça vaut aussi son appellation quand même. Il y a aussi les correspondances avec Bourbonnais qui viennent de sortir, éditées par Déborah Couette. Et ça aussi, c'est à lire parce qu'on voit tous ces petits débats sur les appellations. C'est un peu du sérail, mais bon, c'est très intéressant aussi parce qu'en plus, on se marre. Ils ont quand même un rapport à la langue qui est, que ce soit chez Sac, Dubuffet, Bourbonnais, qui était architecte aussi. Vous aimez beaucoup l'architecture. Et je veux dire ça, et ça part dans tous les sens. C'est d'une précision en même temps absolue. Et puis c'était des bonhommes, quoi. Alors, c'est très plaisant à lire. Mais les enjeux idéologiques ont changé, et l'idée de la pureté
C'est devenu de la marchandise, on peut rien faire. Oui, alors tout est devenu de la marchandise, et donc c'est tout à fait désespérant, mais c'est pas particulier à cet aspect-là. Et ça met beaucoup de gens en porte-à-faux particulièrement dans le domaine de l'art, cette espèce de flux perpétuel de marchandises, et ça demanderait un effort. Il faudra avoir la force de Lukács quand il écrit Histoire et conscience de classe en 24 pour arriver à retrouver un concept qui bloque ça, qu'on puisse le penser pendant 5 secondes, mais on voit bien que là, si on prend par exemple un mouvement comme les punks, qui était peut-être un dernier sursaut, ça a été récupéré en 6 mois. Moi, quand j'étais à Londres, il y avait des cartes postales avec des épingles à nourrice dans les oreilles. Ça a été très très vite. Mais déjà, c'était peut-être récupéré au départ même. Enfin, mais c'est récupéré au départ, parce que quand vous voyez un punk faire la manche, de toute façon, c'est le comble absolu. Puis c'était lié à la mode, donc c'était du vêtement, c'était un look. Hein, c'était une façon il y avait du masque, quoi, tout de suite. Après, mais enfin, c'est des questions passionnantes. Sur la marchandisation, moi, j'ai envie d'y venir, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Je rebondis sur ça. Resocialisation, vous écrivez, c'est bien, ça, on n'en a pas parlé. Oui, alors c'est très social, c'est-à-dire, c'est comme disait Thévoz, l'art brut, comme il était avant, est en voie d'extinction. Ça veut dire que les marginaux ne sont plus les marginaux d'avant, etc. Et c'est ce que j'ai envie de dire, finalement. Il y a un art brut, pour moi, il y a un art brut contemporain. Attention, levée de bouclier. Pourquoi ? C'est simplement, c'est pas qu'il y a un art... Il y a eu de l'art brut à toute époque, c'est ce que je disais, même les grottes de Lascaux. On peut trouver de l'art brut même dans les ateliers d'art-thérapie. Il y a des auteurs d'art brut. Ils sont têtus, ils sont inimitables, c'est eux qui vont pas copier. Voilà, il y a de l'un. Même au milieu d'un atelier d'art-thérapie, vous pourrez trouver un auteur d'art brut. Donc pour moi, dans le sens où il y a un art brut contemporain, c'est qu'il est aux prises avec la subjectivité de son époque, tout simplement. Et donc traversé, comme je disais, par le culturel, parce que l'inconscient est culturel, qu'on le veuille ou non. Et c'est-à-dire que je suis pas dans la position, ça me vient maintenant, mais de Brecht, où à partir du moment où l'art devient marchand, c'est plus de l'art. Moi, je vois pas pourquoi l'art brut se vend, alors ce serait plus de l'art. Moi, je vois pas ça, c'est ce que vous disiez. Pour moi, tout a une valeur. Pas forcément un prix. Thévoz l'a dit avant moi, je suis pas en train d'inventer un truc. Mais c'est très simple comment il le dit. Ça n'a pas de prix, l'art brut, mais ça a une valeur. Donc déjà, il y avait de l'échange, c'est ce que vous disiez. À partir du moment où il y a une valeur, il y a un échange, donc il y a un rapport marchand. L'échange, c'est quand même un rapport marchand. Et les auteurs d'art brut, ça se vend. C'est très Duchamp, mais c'est les spectateurs qui font les tableaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde, c'est de l'art. Il y a aussi la position, comment est-ce qu'on peut se faire reconnaître aujourd'hui autrement que dans une transaction financière ? Je pense encore une fois au statut de la femme, vu que les salaires sont inégaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est encore maintenant. On est dans des... Pourquoi est-ce que... j'accepterais d'être payé moins que quelqu'un d'autre qui fait la même chose que moi. C'est un déni de reconnaissance. C'est moi qui aurais dû dire ça. Tous ces stagiaires, hier j'étais chez un éditeur, le truc est ouvert, je vois quelqu'un, la porte est ouverte, je rentre, je me demande ce qu'il fait là, j'ai juste 5 minutes avec lui, il est stagiaire, c'est quoi cette invention ? C'est des gens qui sont pas payés, qui sont en formation, et ça commence à faire beaucoup de monde, on en voit partout. Et les claques aussi, on lui donne 500 € par mois, il y a déjà de la reconnaissance. On peut pas échapper à ça. Parce qu'on va vous dire, il y a de la reconnaissance, on va vous dire que il sera mieux dans ce rapport avec ses parents s'il est jeune après. C'est un stagiaire. Et il n'est pas corvéable comme ça. Mais c'est comme vous dites, mais on va lui dire la reconnaissance, tu pourras mettre ça dans ton CV, ça va te servir après. Bon, ce qui est peut-être vrai, hein, mais c'est... Après, j'ai perdu l'idée là. On a bientôt fini. Oui, c'est passé vite, d'accord. Je vais peut-être retrouver ça. Ça a passé très vite. Oui. Retrouver ça. En plus, vous ouvrez des sacrés. Il nous faudrait. Non, mais c'est un très bon sujet, c'est un très bon que sais-je. Et donc ça se fait à la pièce maintenant, c'est eux qui les impriment au fur et à mesure qu'on les vend. Oui, alors il y a une nouvelle, Monsieur le Prince, là, je ne sais pas si vous êtes allé à l'occasion de voir ça, il y a une machine, en fait, qui est sacrément énorme, alors vous n'avez plus la librairie,
C'est comme un... Non, je ne veux pas y aller, ça m'énerve, c'est difficile pour moi. Ah oui, mais c'est pour sortir quand même le papier. Oui, je suis d'accord, c'est un Donc livre. On n'est pas dans le livre numérique quand même, il l'est aussi, mais peu importe. Là, c'est quand même pour sortir l'objet. Donc c'est être dans son temps, les pieds dans son temps. On peut être que moderne, il faut arrêter, soyons absolument modernes, c'est très rimbaldien. Mais moi, je suis assez d'accord avec, je dis, ça c'est pas grave, je suis assez d'accord avec Duchamp quand il dit aussi, c'est un livre qu'on vient de me passer sur Brisset, là, Marc Décimo, que j'ai trouvé super, où il rappelle ce propos de Duchamp qui dit que c'est bon l'autre Hamon, Rimbaud, quand on a des Wolfson, Brisset, etc. Parce que on voit une bombe dans le langage, en enlevant les virgules, les points, les trucs, c'est vive les néologismes, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire le langage est aussi fait pour dire des bêtises. Et la psychanalyse le sait, c'est-à-dire on est hors sens. Ça ne devient intéressant que quand justement il y a le hors-scène qui commence à venir sur le divan, à s'entendre sur le divan. C'est-à-dire que on est hors propos contrôlés, hein, hors du discours, hors du voilà. Ça veut dire qu'on est tous un peu délirants et puis tant mieux. Oui, je sais pas, j'espère qu'on est un peu délirant, mais j'ai des doutes là-dessus. Et donc, est-ce qu'il existe, on peut l'acheter moins cher en ligne? Ça existe aussi en formule tablette. Alors, je crois qu'il y a une version livre numérique aussi. À 80 centimes d'euros. Mais après, non, mais Yves Tenré, là, ça va, on est dans le 9 €, c'est bon, non? Oui, dans le prix, c'est super. Je sais, c'est fait pour circuler. Mais oui. Je pense à ces jeunes générations qu'on voit rarement avec un livre en main, donc j'essaie de... Ah, vous y allez fort. Pas vraiment, je crois. Alors, non, je pense que c'est... Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas accès au contenu, hein. Oui. Et ils ont du vocabulaire, ils sont cultivés, ils sont... Bon, je parle de jeunes gens qui sont au lycée, mais ils me paraissent même... ça se passe assez bien à Paris. C'est assez chic et puis le niveau moyen est assez bon, me semble-t-il. C'est vrai, vous avez et raison, ça passe pas par le livre, donc ça veut dire dire que les outils dont ils disposent sont tout à fait performants aussi pour transmettre un certain nombre de choses. Peut-être pour finir, c'est parce que alors c'est vrai que c'est très parisien. Moi, je suis psychanalyste en cabinet aussi et je reçois des ados, mais toujours, ce qui me rassure, c'est qu'ils ont de 14 alors après 25 ans, etc. Ils ont tous leurs petits livres préférés qui relisent, et ils l'ont en papier. Ils arrivent avec, parfois, ils l'ont lu dans le métro, Mais vous parliez de documentaire. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand un adolescent de 17 ans me parle d'un documentaire 3 heures de Weiss sur les prisons soviétiques, russes, et qu'il l'a regardé, et qu'il m'en parle intelligemment. Ça vaut largement la lecture d'un livre. Écoutez, vous êtes très bonne pour la radio, vous allez pouvoir faire bientôt de la radio. Je vais parler de vous à France Culture pour une émission sur la psychanalyse. Et vous m'avez dit que c'était votre première radio. Ouais. Mais vous n'avez aucune difficulté dans l'élocution, dans l'association d'idées. Merci d'être venu. Je suis ravie que ce soit ici. C'est modeste ici, commencez modestement. Moi, ça me plaît. Tu nous mets le son. Let's